Bienvenue à toutes et à tous sur le plateau des ondes clandestines. Aujourd'hui, émission toute particulière consacrée aux Borgia. Oui, vous avez sans doute entendu parler de ce nom étrange, les Borgia, par la série du même nom. Eh bien, Jean-François Carracci, ex-agent de renseignement italien sous Andreotti et Berlusconi, a le plaisir de vous en faire un portrait intéressant. Écoutons-le. Les Borgia. Faire un podcast sur les Borgia, c'est pas juste parler d'une famille qui a marqué l'histoire européenne au XVe siècle, mais c'est aussi parler d'affaires d'État et de renseignement. Dès les premiers épisodes des Borgia, on voit à quel point le renseignement est au cœur de la prise de pouvoir et du maintien du pouvoir de telle ou telle famille. Que ce soit les Colonna, que ce soit les Borgia ou que ce soit les Sforza. Petite parenthèse sur les Sforza extrêmement importante, les Sforza m'ont reconnu comme prince de Bourbon d'Italie, comme fils de Michel. Le dernier duc Sforza en titre, eh bien, m'a reconnu officiellement il y a 6 ans et demi par un écrit officiel qui atteste, là encore une fois, que je suis bien le fils de mon père, dans une reconnaissance écrite officielle. C'est extrêmement important, pourquoi ? Parce que les Sforza et les Parmes ont été concurrents dans l'histoire du nord de l'Italie. Le duché de Parme-Plaisance et le duché de Milan se sont concurrencés à un moment donné. C'est-à-dire si même les familles concurrentes à la mienne de l'aristocratie italienne, puisque je suis aristocrate italien, en plus d'être aristocrate français, etc., parce que c'est ma généalogie qui le veut, c'est pas moi qui en ai envie, eh bien c'est que je suis clairement un Bourbon d'Italie. En plus, il faut savoir, dans le maillage aristocratique européen, bien réel, qui existe, selon le Ouzou, etc., c'est que les Sforza et les Andreoli, donc Maurice Andreoli, aristocrate italien et marquis, sont liés. Les Andreoli étaient les marquis du duché de Sforza. Et les Andreoli m'ont aussi officiellement reconnu. Il faut savoir que les Sforza faisaient partie des très grandes familles italiennes de l'aristocratie, au même titre que les Savoie, que les Bourbons d'Italie. Ce qui signifie quoi ? Les Sforza pourraient prétendre au trône d'Italie autant que Emmanuel de Savoie ou autant que moi. Après, c'est le Parlement italien, le Sénat italien qui déciderait de qui est le plus intéressant, s'il y avait un rétablissement de la royauté. Sachant qu'en Italie, le président de la République italienne ne sert à rien. C'est comme un ambassadeur plénipotentiaire, il est là et il sucre les fraises. J'ai un profond respect, une profonde affection pour Mattarella, qui est le président actuel de l'Italie, qui est quelqu'un que je connais très très bien. On a été proches quand j'étais plus jeune et lui aussi, même si lui il a un certain âge, il a près de 80 ans. Alors moi je suis pas un passionné de vieux monsieur, c'est juste que je suis rentré dans les affaires publiques italiennes vers mes 24-25 ans, donc il y a 20 ans, et ces hommes-là avaient 50 ou 60 ans, donc vous rajoutez l'âge, les 20 ans de plus, donc certains 60, 70, etc. C'est pas moi qui ai choisi de toujours fréquenter des vieux monsieur. Je n'ai pas d'attirance particulière, qu'elles soient intellectuelles ou autres, pour les vieux monsieur. Ni même pour les vieilles dames, qui sont des vieilles dames ou qui voudraient l'être. Donc, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est ça. C'est que ça soit en France avec Charles-Louis de Bourdon, que ça soit les Sforza, etc., ça a été une attaque vraiment méchante et gratuite de la part d'M6, Libération et Les Parisiens, parce que tous ceux qui avaient besoin de me reconnaître l'ont fait officiellement par écrit. Tout simplement. Parce que les Sforza, les Farnese, ont fait mariage. Donc dans les Borgia au XVe siècle, c'est intéressant, c'est que là on est au milieu du XVe siècle, les Farnese sont ruinés. Ils ne sont pas encore les Farnese qui vont payer la chapelle Sixtine, par exemple. Ce ne sont pas encore les Farnese que les peintres Carracci de la Renaissance vont être missionnés pour créer l'Académie des Carracci, mais aussi pour participer avec Michel-Ange à l'élaboration des peintures de la chapelle Sixtine.
On est dans ce carrefour de l'histoire passionnant où les Borgia montrent une famille complètement de sociopathes. Le père Borgia, le pape, était une merde. Ses 4 enfants valaient rien. Mais on peut être une merde et devenir pape ou devenir roi, devenir reine, devenir président, devenir présidente. Parce que les processus de prise de pouvoir sont différents dans chaque pays, bien sûr. Et il y a des gens qui maîtrisent parfaitement ça. Et ce ne sont pas les plus vertueux, ce ne sont pas les plus sains, c'est le cas de le dire, qui arrivent au sommet. Ça serait pourtant formidable que ça soit le cas, que ça soit en République comme en Royauté, les meilleurs d'entre nous qui y arrivent, mais vraiment les meilleurs d'entre nous, c'est-à-dire pas les plus sociopathes, pas les plus dangereux qui ont su tuer nos ennemis, mais ceux qui ont les plus belles idées, ceux qui ont le meilleur cœur, ceux qui prennent des décisions géniales, sensées, équilibrées, généreuses, fortes. Pas de faiblesse, pas de excessive, même aucune, pas de force excessive. On dirait une main de fer dans un gant de velours. Certes, on pourrait le dire ainsi, ou on pourrait même dire autrement, peu importe l'expression suivant le pays qui est le nôtre. Les Borgia ont cela d'intéressant, c'est que rien n'interdit le meurtre, n'interdit la trahison, n'interdit le vol, parce que finalement l'histoire de prédation de Rodrigo Borgia montre à quel point le pouvoir temporel fonctionne d'une certaine manière. Ce que démontre aussi cette série des Borgia, qui est assez proche de la réalité, parce qu'on y voit des familles, dont la famille de France, à ce moment-là, d'un roi qui est extrêmement faible, qui est extrêmement malade, déjà à cause de la consanguinité. Les Bourbons-Parme n'existaient pas à ce moment-là. Il faut savoir que quand les Sforza, à ce moment-là de l'histoire, milieu du XVe siècle, les Bourbons d'Italie n'existent pas. Les Bourbons tout court, oui, mais les Bourbons d'Italie, non. Pourquoi ? Parce que c'est par mariage, c'est par conquête, que les Bourbons d'Italie se sont créés. C'est comme en Roumanie. Ma famille n'a pas toujours régné en Roumanie. Les Hohenzollern ont régné avec Ferdinand Ier, avec Carole I, Carole II et Michel. C'est-à-dire pendant 150 ans, après Napoléon, pour résumer. Et la Roumanie d'aujourd'hui n'est pas la Roumanie d'hier, géographiquement parlant. Déjà parce qu'il y avait l'Empire ottoman qui était extrêmement présent, et parce que l'Empire austro-hongrois était extrêmement fort, était bien existant à ce moment-là, tenu par les Habsbourg. Et moi, je suis pas à Habsbourg. Les Bourbons, du coup, de Roumanie, on pourrait le dire comme ça, parce que mes sœurs sont des Bourbons de Roumanie. En plus d'être des Hohenzollern, la prise de pouvoir a été tardive. Et peut-être ne reviendra pas, ou peut-être reviendra-t-elle à la faveur des caprices de l'histoire. Mais ce qui est intéressant, c'est cela avec les Borgia, pour en revenir bien sûr toujours à ce qui m'intéresse, parce que n'oubliez, je le dis, et je ne peux pas vous prendre au piège, les podcasts sont destinés à vous expliquer des choses à l'international, en France comme à l'étranger, mais aussi au travers des affaires internationales, du renseignement, je vous explique comment, en secret, la famille Carracci ou la famille Hohenzollern-Bourbon fonctionne. Parce que ça soit une famille mafieuse ou que ça soit une famille royale, dans les affaires internationales, les mêmes outils, les mêmes leviers sont utilisés. Et à petite échelle et à grande échelle, il y a des choses qui correspondent. Il y a des notes de musique toujours identiques qui sont jouées. Et c'est cela que moi j'ai appris dès le départ en découvrant que je n'étais plus actionnaire de la SCI Carracci dont j'ignorais que j'étais l'actionnaire. Eh bien, quand les États se foutent sur la gueule, ou les grandes familles bourgeoises ou de l'aristocratie, c'est la même manière. On n'hésite pas à se tuer, à se voler, à se violer aussi. Dans les Borgia, on voit aussi à quel point le viol est une arme de guerre, ce qui est totalement morbide, inacceptable, et absolument pas légitimé. Mais on voit à quel point l'être humain a cette nature-là,
comme je l'explique dans mes livres et que je l'explique dans des podcasts, il y a un défaut de fabrication chez l'être humain qui se révèle parfaitement dans cette série Les Borgia, que j'ai tardé, parce que c'est une vieille série, mais j'ai mis très longtemps à vouloir la regarder, parce que trop de sexe, parce que trop de meurtres, et moi ça m'intéresse pas. Et puis finalement, j'ai commencé, j'ai le coffret entier, donc je vais tout regarder. Et voilà, les premières analyses, ce sont celles-là. C'est voir cette famille de Milan, les Sforza, décider de tout, puisque Milan il y avait 4 très grandes villes au XVe siècle et jusqu'à il y a pas longtemps, et qui c'est encore le cas. C'est-à-dire qu'il y a Milan, Rome, Naples, Venise. Palerme n'existait pas à ce moment-là. Le royaume des 2 Siciles n'a existé qu'après, parce que le royaume des 2 Siciles, c'est Naples et Palerme. Naples étant considéré comme la 2e Sicile. Alors, des historiens, il faudra demander à Stéphane Bern, même si il crache à la gueule d'un fils de roi quand il envoie un, mais peu importe. Peut-être aura-t-il une explication sur le terme des 2 Siciles, mais ce qui est sûr, c'est qu'à ce moment-là, il n'y a pas d'évêque ou d'archevêque de Sicile, de Palerme, parce qu'à ce moment-là, la Sicile était arabe. Au XVe siècle, la Sicile était un sultanat, et donc ou un émirat. Et donc, pas question dans les jeux de pouvoir des États pontificaux sous les Borgia avant et après, mais de Sicile. Les Siciliens d'aujourd'hui ont 300 ans d'arabe dans le sang. Pareil pour les Maltais. Par exemple, quand je critique François Carracci pour son sang maltais, c'est parce que sa mère était maltaise. Donc il était à moitié du nord de l'Italie et à moitié maltais. Et comme c'était des pieds noirs italiens de Tunisie, de Sousse, eh bien l'histoire a fait que. Mais si je critique la partie maltaise de François Carracci par sa mère, c'était un petit brun aux cheveux noirs. François Carracci, c'est pas un grand blond aux yeux bleus comme c'est le cas au nord de l'Italie, ce que pourtant était la partie Carracci du grand-père paternel. Eh bien, si je critique tant, c'est pas par racisme, c'est pas pour dire les Maltais sont des connards, c'est pas ça. C'est que les Maltais, c'est une île de pirates, Malte, historiquement. Et les Maltais ont une façon de fonctionner comme ça, violente, menteuse. Je te vole parce que je le veux, et si t'es pas content, c'est pareil. J'ai vu ça aussi avec Charles Cassard, le colonel Charles Cassard, ancien patron du SDIS de Montpellier, de l'Hérault, qui a fini contrôleur général des pompiers après un très long procès où il lui était reproché d'avoir volé de l'argent et avoir abusé de ses fonctions. Finalement, il a fini à la retraite avec ses 2 étoiles. Charles Cassard, j'ai travaillé pour lui. Charles Cassard était maltais. D'ailleurs, Charles Cassard et François-Joseph Carracci, physiquement, se ressemblaient énormément. Même présence physique, même yeux, même regard, même cheveux noirs, même peau olivâtre. Et tous les deux avaient des comportements de pirates, de gens pas fiables. Parce qu'un pirate, un pirate c'est une merde, un pirate c'est un voleur. C'est pareil aujourd'hui quand on sublime les mafieux en disant ils ont de l'honneur, ils sont géniaux, ils ont du courage. Non, c'est des gens qui vont mettre sur le tapin votre mère, votre épouse, votre fille. Vous avez envie d'aimer ce genre de gars-là ? Ah, parce qu'ils portent un chapeau Borsalino ou une Rolex en or, vous allez croire en eux ? Non. À la première occasion, vous allez être homme jaqué, vous allez être carjaqué, vous allez être tout ce que vous imaginez pas, eux l'imaginent. Eh bien, les Borgia, c'est ça. C'est des voyous d'avant. Il y en a eu d'autres, attention. Là, c'est parce qu'il y a la série Les Borgia, mais il y en a eu d'autres. Il y en aura encore d'autres. Les Borgia avaient des enfants. On pouvait être fils de pape et ça posait aucun problème. Entre-temps, l'Église a décidé qu'il fallait faire autrement, mais ça ne veut pas dire que l'Église a gagné en sainteté. Pour finir ce podcast, ce qui est fou, c'est que moi qui suis prince et pasteur, ce que je remarque, toujours sans faire d'anticléricalisme ou de bouffer du curé, c'est pas la question, c'est de voir à quel point les cardinaux et les papes se partageaient le pouvoir, se disputaient le pouvoir, et à côté de ça, toute la hiérarchie ecclésiastique valait rien. Il y a une désacralisation
de la sainteté de l'Église catholique qui est folle. Et c'est pas la série qui a voulu être méchante contre l'Église, c'est que les livres d'histoire plaident pour cette vision-là du monde. L'Église, dans sa totalité, ne vaut rien, tout simplement. Quand on voyait les bonnes sœurs se faire baiser, se faire prendre comme ça, etc., etc., non, toutes ne le souhaitaient pas. Hein. Beaucoup de bonnes sœurs se sont fait violer par des moines, des prêtres et des évêques en rut. Hein. Mais là aussi, pourquoi ne pas avoir permis à ces moines, ces prêtres, ces évêques d'être mariés et avoir des gosses légitimement? Puisque de toute façon, c'est ce qui s'est passé. Jésus était marié et a eu des gosses. Et c'est pas moi qui le dis, ce sont les évangiles apocryphes. Et les évangiles apocryphes ne sont pas une hérésie. Les évangiles apocryphes ne sont pas du complotisme avant l'heure. Ce sont des textes très sérieux, écrits à l'époque bien réelle à laquelle ils appartiennent. Et ces textes expliquent quoi? C'est que Dieu fait ce qu'il veut. Mais par contre, les hommes font n'importe quoi. Et voilà, les ondes clandestines, c'est terminé pour ce soir. Les Borgia ont donc sévi. La famille tire son nom de la ville de Borgia en Aragon, avant de s'implanter à Xantiva, près de Valence, puis de gravir les échelons de l'église et de la couronne Alfonso de Borgia, brillant juriste et universitaire, devenu pape sous le nom de Calixte III en 1455, ouvrant à sa parenté les portes de la curie romaine. Et voici cette tranche d'histoire, en fait, contée par l'excellent Jean-François Carracci au micro des ondes clandestines. Merci de nous avoir suivis, à très bientôt, au revoir.